avons noté environ 13 questions. La première, ça a été juste une observation en ce qui concerne donc le fait d'encourager donc les enfants à la tolérance. C'est un programme. On vous a donné le document sur l'éducation de la paix, vous l'avez. Pour ceux qui l'ont, vous allez voir qu'il y a un module sur la tolérance. Évidemment, en matière de tolérance, il faut maintenant cibler. Qu'est-ce qu'on cible? Je voudrais donc revenir donc à la question rapidement sur l'éducation de la paix en ce qui concerne la formation des imams. C'est pas le département qui a décidé. C'est une recommandation du forum de Niamey auquel a participé l'émir de Kano, auquel aussi a participé en 2016 le sultan de Sokoto, avec le président des religions catholiques et protestantes et aussi des animistes. Ce sont des recommandations. Et nous ne faisons que tout simplement mettre en œuvre ces recommandations. Il est ressorti qu'il faut une formation de certains imams, des imams, et l'identité, je vais dire le choix de ces imams ne revient pas à la CEDEAO. C'est au pays de dire voici les imams, voici la liste des imams que nous souhaitons former. Donc la première initiative qui a été faite, évidemment, nous n'avions pas encore pu faire d'évaluation, mais l'initiative a été faite parce que au niveau du Mali, le Nigeria, surtout la question donc d'insécurité au nord, et aussi le Niger, je pense que pour la paix dans la région, il faut commencer par les pays qui sont plus fragiles, les pays qui sont en situation de crise. Je voudrais revenir rapidement sur la question de l'harmonisation du système. Il faut identifier deux choses. Il y a l'équivalence des diplômes et puis il y a l'harmonisation du système éducatif. Ça fait deux choses différentes. Aujourd'hui, ce qui est priorisé, c'est que quand vous avez votre licence, par exemple dans un pays francophone ou licenciat, comme on le dit dans un pays lusophone, à quoi ça correspond dans un pays anglophone? Je crois que c'est l'urgence. Parce que lorsque vous, en matière d'intégration et de mobilité donc, des jeunes, il est important de savoir que lorsque vous avez votre licence et que vous arrivez dans un pays, que cela soit reconnu comme tel. Cela voulait dire que si vous avez votre licence, que vous voulez venir faire un master, à quel niveau on vous situe avant de rentrer dans les contenus. Parce que aussi l'équivalence des diplômes aussi, ce sont les universités qui vous accueillent, qui généralement certifient que le contenu de votre formation vous permet d'entrer soit au second cycle ou au premier cycle. Le plus urgent aujourd'hui, ce sur quoi nous travaillons et que les ministres vont adopter d'ici fin septembre, c'est qu'on a travaillé sur une harmonisation de reconnaissance des certificats et des diplômes. C'est un cadre qui a été fait. Quand on parle de doctorat, à quoi ça correspond au niveau dans les pays lusophones et à quoi ça correspond, combien d'années faut-il faire pour avoir votre doctorat pour que ce soit reconnu comme tel. Donc ça, c'est disponible déjà parce qu'on a déjà travaillé là-dessus et les ministres vont l'adopter cette année. Maintenant, en ce qui concerne l'harmonisation même du système éducatif, il est différent. L'harmonisation, le département travaille sur... vous savez, quand vous prenez certains pays, les pays francophones, vous allez voir qu'il y a la maternelle, il y a 4 niveaux au niveau de la maternelle, première session, ainsi de suite. Vous arrivez dans des pays anglophones, ça n'existe pratiquement pas. Alors, le travail que le département est en train de faire, c'est de ne pas rentrer dans ces détails, puisque nous, on parle d'harmonisation, mais c'est de dire que si vous avez fait 9 ans, par exemple, ou 12 ans, ou 10 ans,
du primaire jusqu'au BPC par exemple, c'est un niveau. Donc c'est une harmonisation que nous sommes en train de faire. Et aujourd'hui, c'est ce qui est recommandé par l'UNESCO. D'ailleurs, on a une étude sur le CEP. Quelle est la valeur du CEP aujourd'hui dans notre région? Est-ce que le CEP ne doit pas être supprimé? Donc voilà un peu, parce que dans tous les cas, ça engage des dépenses pour les pays. Je voulais revenir sur, avant d'entrer dans certains détails, dire qu'en matière d'éducation, il y a la question de subsidiarité. Il y a ce que la CEDEAO peut faire, il y a ce que les États doivent faire. Une question est, on adopte une politique. Si là, vous avez la politique sur la recherche scientifique, vous allez voir dans le plan d'action qu'il y a des actions qu'on demande aux États de poser. Il est évident que ce n'est pas la CEDEAO qui va aller poser ces actes à la place des États. Donc il faut quand même qu'il y ait une séparation des activités pour ne pas qu'on dépense doublement parce qu'il n'y a pas assez de moyens. Et donc, répondre à la deuxième question en disant qu'il y a, Madame la députée a parlé du fait que les universités forment des chômeurs et qu'il faille créer un centre régional, ainsi de suite. Bon, c'est bien. Nous, au niveau de l'éducation, disons qu'il faut aussi faire la différence. L'université ne forme pas pour le travail. L'université forme pour la compétence. Les écoles de formation, les écoles d'ingénieurs forment pour le travail. Il y a des écoles qui forment pour le travail. Ça, c'est une différence fondamentale que je veux faire. Maintenant, la question de créer un centre régional, nous allons prendre ça en considération. Maintenant, au niveau régional, si on crée, quelles sont les conditions d'y avoir accès? Nous, à notre niveau, nous pensons qu'il y a déjà des infrastructures qui existent dans les pays. Que de créer, pourquoi ne pas prendre ces faibles moyens que nous avons pour renforcer les institutions qui sont dans nos pays et en faire des institutions d'excellence. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons adopté dans notre département les critères pour la sélection des centres d'excellence. Comment arriver à l'excellence? Et donc, il fallait mettre en place un cadre juridique. C'est ce que nous avions fait au niveau du département. En ce qui concerne donc les bourses, évidemment, le troisième intervenant a dit qu'il fallait se focaliser sur la base, c'est-à-dire sur donner plus de bourses à ceux qui sont au niveau primaire, ainsi de suite, au niveau secondaire. Bon, c'est une vision, mais je pense que là aussi, comme je l'ai dit, c'est le rôle des États. Il faut le remettre au rôle des États d'assurer cela. Et au niveau, le programme de bourse qui a été fait a été initié en 2016. C'est un programme de bourse qui, en son temps, le commissaire qui était là, a souhaité que ce soit dans des domaines très spécifiques pour lesquels notre région n'a pas trop de compétences. D'ailleurs, j'ai fait une étude, vous l'avez avec vous, la production scientifique de notre région. Je pourrais même faire une présentation là-dessus, mais ce n'est pas le moment. Vous avez les résultats. Dans notre région, quels sont les domaines dans lesquels nous sommes excellents, quels sont les domaines dans lesquels il y a des problèmes. C'est sur cette base-là qu'il a été question d'octroyer des bourses à des étudiants dans les domaines scientifiques pour lesquels notre région a des gaps, où il y a vraiment des grandes différences. C'est une expérience qui a commencé et aujourd'hui, elle est en train d'être révisée complètement. Le format qui avait été fait sur les PhD et les masters. Et ce programme, c'est l'association des universités africaines qui avait mis ça en œuvre pour nous. Avec la nouvelle vision, c'est de faire en sorte de donner 3 ou 4 ans à un même étudiant de bénéficier d'une bourse, c'est de faire en sorte qu'un ensemble d'étudiants puissent bénéficier pendant 6 mois
d'un appui et d'aller dans des parties d'une université, par exemple l'UQAD de Dakar, et de venir par exemple à l'université de Lagos et venir compléter sa formation. Voilà un peu ce qui est en train d'être mis en place et qui pourra profiter plus à un niveau supérieur et à un niveau technique. Voilà un peu les secteurs que nous avions vus. En ce qui concerne les grèves, bon, ça, je pense qu'il y a quelqu'un l'a soulevé, c'est des situations que nous ne pouvons pas maîtriser. Cependant, au niveau de la division que je gère, nous avons le programme sur la gouvernance des institutions de recherche et des universités. Cette question, une étude va être faite afin de pouvoir situer, je vais dire, les causes et comment faire en sorte de pouvoir donc répondre aux problèmes. Mais il faut dire qu'il y a des origines aussi politiques. Il y a trop de politique aussi à l'école. Je voudrais répondre à la question prendre les chefs de village et des quartiers. Et pourquoi est-ce qu'on a les imams qui posent problème? Bon, comme je l'ai dit, c'est une recommandation du forum de Niamey. Et donc, nous avons fait que répondre à cette recommandation. Et surtout ciblé dans les pays où aujourd'hui il y a des problèmes. Maintenant, la question de langue qu'il faut divulguer, c'est une vision, mais remarquons aussi que quand on introduit un nouveau système, il faut que les moyens suivent. Si vous voulez intégrer, vous voulez mettre le portugais à tous les niveaux de l'enseignement, ça voudrait dire d'abord qu'il faut former des enseignants capables de le faire. Donc il y a un coût budgétaire. Et donc, à cela, est-ce que c'est la CEDEAO ou bien ce sont les États? Donc, je pense que c'est une situation qu'il faut analyser. Parce que comme je l'ai dit, il y a une question de subsidiarité. Il faut que la CEDEAO se limite à un niveau macro et que les États puissent mettre en œuvre ces politiques. Parce que les États ont plus de moyens. En ce qui concerne donc le SAFRA, je crois que mon collègue de la culture qui n'est pas là, il est au courant. Nous avions répertorié toutes les activités culturelles qui sont au niveau des 15 pays. Mais ce que nous faisons, c'est qu'il y a des activités qui se font chaque 2 ans. Des activités qui se font chaque 2 ans dans certains pays. Donc ce que le département fait, c'est de répondre aux activités qui ont un caractère régional. Évidemment, avec les moyens, comme je l'ai dit, on ne peut pas répondre à tout. Mais je pense que, comme vous avez souhaité, ce serait vraiment une porte ouverte de rencontrer le département et de voir comment le département peut réagir face à cette demande. Parce que chaque année, dans le budget, on octroie à chaque pays un certain fonds pour les appuyer sur tout ce qui est, je vais dire, activités culturelles qu'ils organisent dans le pays. Maintenant, je pense qu'il serait question de rencontrer le département quand le commissaire sera là pour voir comment intégrer donc cela. J'ai parlé de est-ce que la CEDEAO a pensé à intégrer la langue, donc je viens de répondre plus ou moins à cela. Il y a aussi une question qui parle de la lenteur des programmes. Ça, c'est M. l'honorable qui a dit. Effectivement, la lenteur, bon, je pense que nous sommes dans un cadre institutionnel où nous menons des activités qui répondent non seulement à notre vision, mais qui répondent aussi à une vision internationale. Comme je l'ai dit, nos actions, on ne les fait pas de façon, on le fait, c'est lié aussi à l'agenda de l'Union africaine, aussi lié aussi aux EDD. Donc,
il faut faire en sorte que, au bout d'un moment donné, que nous puissions atteindre les... Avec ces moyens, je vais dire que c'est un peu difficile. Ce serait un peu difficile d'atteindre ces moyens. Comme je l'ai dit dans la présentation, nous avons un objectif en 2025, c'est de lancer un satellite de la CEDEAO. Pas plus tard qu'avant-hier, le président de la commission a visité l'agence spatiale du Nigeria parce qu'on est en coopération avec eux. Ils ont lancé déjà 5 satellites. Avec un tel budget, on ne pourra jamais le faire. Alors que nous nous disons qu'en matière de sécurité, en matière d'éducation, en matière de télémédecine, en matière même de la mobilité des biens et des services, c'est un instrument qui peut nous apporter quelque chose. Donc, il y a des initiatives, mais je pense que si nous sommes aussi devant vous, c'est aussi un plaidoyer pour que nous puissions avoir quelques moyens conséquents pour atteindre nos objectifs. Je pense qu'ils ont aussi, je réponds sur l'engagement de la société civile. Effectivement, lorsque nous menons nos activités, nous associons toujours la société civile. Je voudrais dire que lorsqu'on a adopté le document de politique sur la recherche scientifique et l'innovation, le Parlement de la CEDEAO a participé de façon active. Vous allez, si vous prenez le document, regardez à la dernière page, vous allez voir la liste de tous les cadres, tous ceux qui ont participé donc à l'élaboration de cette politique. Donc nous ne menons pas nos activités de façon sectaire. Toutes les parties prenantes sont prises en compte. Là, il y a une question qui a été posée sur à qui profitent les pays qui profitent de la science. Bon, je ne sais pas, je ne voudrais pas qu'on voit ça dans ce sens, hein, qu'on voit en matière de pays, mais on est en train de former une communauté. En matière de science, ce que nous faisons, puisque l'honorable, je crois qu'elle doit être du Ghana, c'est qui a posé la question, nous faisons en sorte que les scientifiques eux-mêmes, à travers leurs projets de recherche, contribuent. Je vous ai présenté un programme que nous avons qui va être lancé d'ici la fin de ce mois. C'est un programme qui demande à ce que celui qui postule, c'est 150 000 $ pour la recherche, celui qui postule, qu'il mette une équipe en intégrant des chercheurs des pays anglophones, si les francophones, et des chercheurs des pays lusophones. Pour nous, on veut que ce soit des programmes régionaux de recherche qui luttent contre la pauvreté et qui ont un impact sur la région. À qui profite la science? C'est aux chercheurs. C'est eux qui doivent faire en sorte que la science puisse profiter aux États. Nous n'avons pas de programme à donner à chaque pays, mais nous permettons aux pays, aux chercheurs des différents pays, de postuler et d'avoir des fonds eux-mêmes en créant des consortiums pour arriver donc à mener leurs activités de recherche. La journée du TIC, le commissaire en charge du TIC, il est là, il viendra vous présenter donc le programme en matière de TIC. Et je voudrais dire qu'aucun pays n'est privilégié. Nous travaillons pour la CEDEAO. C'est vrai qu'on peut avoir peut-être que s'il y a des déviations, c'est à vous de nous recadrer, mais on travaille pour la CEDEAO. Je voudrais terminer pour dire qu'effectivement, il y a la question de... Quelqu'un a soulevé la question du conflit identitaire. C'est vrai, il y a différents types d'origines de conflits. Mais je reviens sur la question du forum. Ce que nous faisons vient des recommandations du forum de Niamey, où des grands émissaires vraiment de nos différentes régions ont participé. C'est ceux qui ont dit qu'il faut former les imams. Et pour former les imams, il y a un cadre. Le document qu'on vous a donné, il y a des modules de formation. Et en même temps, on a demandé aux États, choisissez-nous ceux qui peuvent les former. Et c'est sur cette base-là qu'on a financé nos activités. Je pense que si je n'ai pas répondu à toutes les questions, en gros, il y a eu donc
des préoccupations. En ce qui concerne la jeune fille, la question de la jeune fille, nous suivons le programme dégagé par l'UNESCO, le programme du SIDA, la santé en milieu des jeunes filles. Il y a aussi la scolarisation de la jeune fille, mais ce n'est pas un programme qui est complètement fait par le département. Il y a aussi le département du genre, qui a aussi un programme basé à Dakar sur la jeune fille, qui octroie des bourses aux jeunes filles. Donc je pense que tout ça, c'est la CEDEAO, et nous allons prendre en compte donc toutes les recommandations qui ont été faites dans nos différentes... on va les prendre en compte dans nos différents programmes. Si j'ai omis des réponses, je pense que vous pouvez peut-être revenir là-dessus pour que je puisse. Je vous remercie.